Ça me fait très, très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette journée sur les sciences des données en santé. Journée en regardant le programme qui va certainement s'avérer des plus fructueuses. Peut-être j'aimerais vous dire un mot au départ sur pourquoi on a organisé cette journée-là, parce que c'est quand même une première à l'Université de Montréal. La raison de ça, c'est qu'on s'est donné comme mandat d'organiser des thématiques transversales à l'université, des thématiques qu'on veut être créatives, originales, et qui vont nous aider à mieux répondre aux problèmes qu'on vit dans le monde aujourd'hui et qui vont nous aider aussi à transcender les frontières, ce qui est le thème principal de notre planification stratégique à l'université. Alors, la journée d'aujourd'hui est justement, elle porte sur une de ces thématiques transversales, des données à l'action en santé. Et pour arriver à rendre vivantes ces thématiques-là, on compte bien sûr sur nos professeurs, nos chercheurs, nos experts, mais on compte aussi sur vous, les étudiants, parce que l'avenir va reposer sur vos frêles épaules. Et donc, le développement de ces secteurs transversaux va reposer sur vos travaux. Alors, ce que vous allez avoir l'occasion de voir aujourd'hui, ce sont des chercheurs passionnés qui vont vous parler de leurs travaux. Vous allez être exposés à des domaines, pour certains d'entre vous, qui sont peut-être encore un peu abstraits, intelligence artificielle, approche algorithmique massive. Pour d'autres, ça va être très clair déjà. Alors que pour d'autres encore, les thèmes comme l'accès aux données, l'équité, les thèmes de justice, de droit dans ce secteur-là, vont être un petit peu plus abstraits. Ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez tous apprendre quelque chose. Puis vous allez avoir la chance aussi de de discuter avec des chercheurs qui vont vous présenter 5 projets qui sont en émergence. Et je suis sûre que ça va s'avérer vous allez être inspirés quand vous allez sortir d'ici. Puis, je veux vous dire aussi que dans la salle aujourd'hui, on a des étudiants de tous les horizons. Il y en a parmi vous qui viennent des technologies de l'information, il y en a qui viennent du secteur des sciences de la santé, des sciences de la vie, des sciences naturelles, sciences humaines, sciences sociales aussi. Donc, vous venez d'un peu partout. Alors, les interactions entre vous aussi vont nous permettre d'aller plus loin dans le développement de ces thématiques transversales-là. Alors, je ne vous parlerai pas plus longtemps. Je veux juste vous souhaiter une très agréable journée, des plus fructueuses. Comme je vous dis, je pense que vous allez sortir d'ici inspirés. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Et puis, je vais quand même prendre 5 secondes pour remercier les organisateurs, Jean-François, Michel, la Faculté des études supérieures et postdoctorales en particulier, et tous les conférenciers qui vont s'adresser à vous aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée. Pour commencer la journée, on a notre grande conférence donnée par Nicolas Chabadot, du département de l'informatique, qui est maintenant conseiller scientifique en chef chez Imagia. Et le titre de sa conférence est « L'apprentissage profond au service de la lutte contre le cancer ». Merci Jean-François. Juste valider que tout fonctionne. D'accord. Alors, merci. Bienvenue à tous pour cette journée en sciences des données en santé. Peut-être avant de commencer, j'aimerais faire un petit tour d'horizon, savoir qui parmi vous avait déjà pris la décision de poursuivre votre carrière, vos études en sciences des données de façon générale, sans nécessairement toucher à la santé. Peut-être lever la main. La moitié des gens, puis de ceux-là qui spécifiquement se disent « la santé, c'est mon truc, c'est ça que je veux faire dans la vie ». OK. Donc, peut-être mon objectif va être de vous convaincre qu'il y a plein de problèmes intéressants en sciences des données, même si on a un parcours peut-être plus informatique, peut-être plus technique, on peut faire des choses super intéressantes qui touchent la santé, qui touchent le patient, qui améliorent la condition de vie des gens. Mais avant ça, Pascal m'a demandé de parler un petit peu du parcours que j'ai suivi pour me rendre
jusqu'à la belle aventure dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'aventure d'Imagia. Donc, le petit clicker fonctionne, c'est formidable. Donc, comme Jean-François l'a dit, je suis Nicolas Chapadeau, je suis diplômé du département d'informatique et de recherche opérationnelle ici. J'ai une formation de bac en génie de McGill. J'ai travaillé quelques années en reconnaissance de la parole. Je suis retourné par la suite faire mes études de maîtrise et de doctorat avec professeur Yoshua Bengio à l'Université de Montréal, qui est aujourd'hui très, très connu, bien entendu. C'est là que j'ai connu Pascal. On s'est connus au doctorat depuis de longues années. Puis, conjointement à Pascal, à professeur Bengio, au début des années 2000, on a co-démarré une société de transfert technologique qui s'appelle toujours Appstat Technologies pour apprentissage statistique. Puis le but de Appstat était de prendre certaines des innovations technologiques qu'on développait dans un cadre académique, dans le lab, puis de les rendre disponibles à l'industrie. Donc, on a travaillé longtemps dans le domaine de l'assurance de dommages pour évaluer les risques, les risques de collision en assurance automobile. Donc, pour évaluer de façon plus précise le véritable risque que représente chaque conducteur en assurance automobile. On a travaillé en gestion de portefeuille aussi. On a co-géré un fonds de placement, un fonds de commodité avec Desjardins pendant plusieurs années. Puis, on a fait un petit peu de travail au niveau de la sécurité nationale, de l'analyse de signaux impulsifs pour des petits robots téléguidés qui se promenaient dans le désert, puis qui devaient déterminer en temps réel si lorsqu'ils se faisaient arroser d'une pluie de bombes, c'était un feu ami ou un feu ennemi pour savoir comment réagir. On a travaillé également en prévision d'affaires pour faire de l'optimisation d'horaires de travail. Donc, essayer de faire des horaires de médecins en salle d'urgence ou des horaires d'infirmières, par exemple, respecter les besoins des hôpitaux, respecter également toutes les nombreuses règles des normes du travail, des règles de convention collective, puis des règles d'équité en termes de partage de charges peu agréables entre des infirmières qui doivent faire, par exemple, des quarts de travail qui sont pas très, très plaisants pour de la conciliation travail-famille. Donc, un peu toutes ces choses-là a découlé du travail de Appstat. En ce qui me concerne, ça a amené lieu également à plusieurs autres compagnies, plusieurs spin-offs qui ont découlé de ce travail-là. Je ne parlerai pas aujourd'hui du travail en gestion de portefeuille qui se poursuit toujours. Je suis un gestionnaire qui est inscrit à l'AMF. Plus récemment, on a démarré une sorte de lab de recherche appliquée en intelligence artificielle pour systématiser les activités de transfert puis les rendre disponibles à l'industrie qu'on appelle Element AI. Certains d'entre vous en avaient peut-être entendu parler. Puis le focus aujourd'hui va vraiment être sur une société que j'ai cofondée avec un très, très bon ami à moi également, diplômé du DIRO, Alexandre Leboutillier. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a démarré cette société, Imagia. Puis le but d'Imagia, de façon générale, est d'appliquer les dernières percées en intelligence artificielle, particulièrement en apprentissage profond, à la détection puis au suivi de tumeurs cancéreuses. Donc, comment on présente Imagia? L'une des technologies sur lesquelles on met vraiment, vraiment l'emphase, c'est ce qu'on appelle la radiomique profonde, Deep Radiomics en anglais. Puis, c'est un ensemble de technologies qu'on est en train de développer qui nous permettent de suivre de façon beaucoup plus précise, de façon beaucoup plus rigoureuse le profil génétique des tumeurs, puis de prédire quelle va être l'évolution probable d'une tumeur dans le temps, quelle va être sa réponse au traitement, pour qu'on soit capable, de façon préventive, si on veut, de changer un traitement lorsqu'on détecte qu'il y a une résistance qui est en train de se créer, de se manifester dans la tumeur. Évidemment, je vois que vous êtes tous très concentrés, pas encore fini d'avoir pris votre premier café. N'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions, s'il vous plaît. J'espère que ça va être le plus interactif possible. Donc, évidemment,
Voilà. J'ai pas besoin de vous dire que le cancer est un très, très gros problème. Environ le quart d'entre nous allons être touchés, soit directement, soit à travers un proche par le cancer au cours de notre existence. Le gros problème présentement du cancer, c'est que la majorité des tumeurs sont détectées trop tard, puis ça fait que les interventions sont beaucoup moins efficaces qu'elles pourraient l'être. Puis, notre but chez Imagia, c'est de fédérer un ensemble de nouvelles technologies, de les faire travailler ensemble grâce à l'apprentissage profond pour essayer de détecter les cancers plus rapidement, puis de focaliser les bons traitements le plus rapidement possible. Donc, quand on considère un continuum de soins, il y a plusieurs étapes à suivre, puis c'est lorsqu'on vient de l'extérieur du milieu de la santé, c'est un peu, ça semble évident, mais ça module en fait toute la façon de penser, puis de structurer les soins. En général, il va y avoir des étapes de dépistage. Donc, si on fait partie d'une population à risque, par exemple, on est un fumeur ou on a des antécédents de cancer du sein dans la famille ou des choses comme ça, on peut être suivi en dépistage, puis il va y avoir des tests qui vont être pris à intervalles réguliers pour essayer de détecter à l'avance des cancers dont les populations cibles pourraient être soumises. Puis lorsqu'on a un soupçon qu'il y a un cancer possible, on passe à une étape de diagnostic. L'étape de diagnostic, en général, c'est à la fois beaucoup plus lourd pour le patient, puis c'est beaucoup plus coûteux également. Donc, un diagnostic peut faire intervenir une biopsie où il y a une prise de tissu, il y a un prélèvement de tissu qui est fait à l'intérieur du patient. Donc, il y a des risques de complications, il y a des risques d'infection, ou il peut y avoir ce qu'on appelle une biopsie liquide qui est prise chez le patient. C'est une prise de sang, c'est un test sanguin pour détecter, par exemple, s'il y a des tumeurs, des cellules cancéreuses en circulation dans le sang. Mais ces tests-là demeurent très, très coûteux. Donc, on ne peut pas les faire pour toute la population en dépistage. Lorsqu'il y a effectivement un cancer qui a été détecté, là, on passe véritablement dans les étapes de traitement. Les traitements peuvent être de différentes natures. Ça peut être une chimiothérapie, ça peut être une thérapie ciblée, une immunothérapie, une radiothérapie. Je vois Louis-Martin Rousseau dans la salle qui va probablement parler du flux de traitement plus tard, de l'optimisation. Mais en mode traitement, il y a tout un ensemble de possibilités qui s'ouvrent. Puis, au bout de la ligne, il y a ce qu'on appelle le suivi post-traitement, où on essaie d'identifier est-ce qu'il y a une véritable réponse du patient au traitement? Est-ce que le patient est en train de développer une résistance? Puis si oui, quelle est la nature de cette résistance? Est-ce que c'est le sujet d'une mutation génétique? Comment devrait-on changer le traitement pour pallier à cette résistance? Donc, ce qu'on applique chez Imagia, en fait, puis je réalise que mon clicker est vraiment, doit être remplacé. Ce qu'on applique chez Imagia, c'est le résultat de 2 percées majeures qui ont lieu en 2015, qui sont un peu indépendantes. D'une part, il y a une percée en apprentissage profond, où entre 2012 et 2015-2016, il y a eu un progrès considérable dans les performances des méthodes d'apprentissage profond pour le traitement de l'image. Donc, pour la reconnaissance, la classification d'images, en particulier en 2015, sur un certain jeu de données qui est suivi internationalement, on a franchi le seuil de la performance humaine en termes de l'exactitude de classification sur un immense jeu de données d'images naturelles. Okay? Je crois que Pascal va parler de ça tout de suite après. Séparément, il y a des démonstrations cliniques d'une technique qu'on appelle la radiomique, donc qui est issue de recherche en radiologie qui permet d'extraire des signatures visuelles
d'une imagerie médicale pour véritablement caractériser ce qui se passe à l'intérieur d'une tumeur. Donc, jusqu'au début des années 2010, on pensait qu'on était capable de voir une tumeur sur une image médicale, mais pas nécessairement de finement caractériser son profil génétique, par exemple, comme on pourrait le faire si on prend une biopsie, puis on examine l'image de la biopsie au microscope, ce qu'on fait encore pour le diagnostic final. Mais en fait, à partir de 2012 à peu près, puis c'est une thèse qui s'est beaucoup raffirmée entre 2012 et 2015, on a remarqué que les profils de texture très, très fins qui émergent à l'intérieur de l'image, donc de la macro-information qui émerge au niveau de l'image, peut être très révélatrice de certaines mutations génétiques qui ont lieu à l'intérieur de tumeurs. Donc ça permet de caractériser de façon assez large les familles de tumeurs auxquelles on a affaire, puis d'orienter le traitement de façon plus précise, sans avoir à faire de biopsie. Donc, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est de combiner les percées en deep learning avec les percées en radiomique pour arriver à une technologie qu'on appelle deep radiomics ou la radiomique profonde, telle qu'on pourrait l'appeler en français. Puis, ce qu'on cherche à faire ultimement, c'est d'extraire ce qu'on appelle des biomarqueurs robustes, des biomarqueurs d'imagerie robustes qui nous permettent d'orienter le traitement clinique du patient. Donc, lorsqu'on appelle dans tout un processus d'intelligence artificielle clinique, il y a des écarts assez considérables par rapport à un processus normal en sciences des données. Puis, on s'efforce véritablement de développer des techniques qui sont spécifiques au type de données un peu aléatoires qu'on trouve en hôpitaux, en données cliniques. Donc, ce qu'on trouve en hôpitaux, de façon générale, c'est qu'on a un ensemble de modalités. Donc, à gauche, on voit toutes les modalités qu'on peut retrouver, avec lesquelles on peut prendre des mesures de patients. On a de l'imagerie par résonance magnétique. On peut avoir des examens, des rapports de médecins, par exemple, sur les examens ou des rapports de diagnostic. On peut avoir des tests génétiques. On peut avoir d'autres modalités d'imagerie comme des CT. Puis, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a une très, très grande hétérogénéité dans les types de données qu'on doit manipuler. Il n'y a aucun patient pour lesquels on va avoir exactement les mêmes types de tests ou les mêmes types d'images qui vont avoir été pris pour ce patient. Donc, cette grande hétérogénéité nous force à développer des techniques de modélisation qui sont particulières. On ne peut pas supposer que tous les patients vont avoir tous un CT pris avec exactement le même agent de contraste, pris à exactement 2 minutes après l'injection de l'agent de contraste, etc., etc. Toutes ces choses-là font des différences sur la sorte d'image qui a été acquise. Chaque patient est complètement différent, puis on doit développer des technologies qui sont robustes à ces écarts entre les patients. L'autre problème, c'est que les données en hôpitaux sont relativement non structurées. On va savoir qu'on a de l'IRM, par exemple, mais il suffit de manipuler, de parler pendant 15 minutes à un technicien qui fait des acquisitions en IRM pour réaliser qu'il y a 1001 façons de programmer le scanner pour faire une acquisition en IRM. Donc, on va avoir littéralement, en utilisation clinique, des dizaines de façons différentes d'acquérir le scan. Puis vous serez assez surpris de savoir que d'un hôpital à l'autre, il n'y a pas de nomenclature standard pour dire un IRM T2 avec tel twist sur la séquence. Il va être acquis au Glenn en utilisant telle nomenclature, puis il va être acquis au CHUM en utilisant telle autre nomenclature. Donc, si on veut être capable de partager des données d'un hôpital à l'autre, c'est extrêmement complexe parce que les nomenclatures sont non standardisées et pour beaucoup, elles sont exprimées en langue naturelle. Pareil pour les rapports de médecins.
c'est des rapports en langue naturelle. Donc, vous cherchez, par exemple, tous les patients qui souffrent d'embolie pulmonaire pour savoir si vous êtes capable, pour faire un modèle de détection d'embolie pulmonaire, par exemple, pour savoir si le patient souffre de cette complication. Eh bien, il n'y a pas non plus de nomenclature standard. Vous allez devoir chercher, faire une recherche par mots-clés embolie pulmonaire. Mais si vous cherchez un patient sain, ben, c'est pas, le médecin ne va pas écrire dans son rapport « ce patient n'a pas d'embolie pulmonaire ». Le médecin ne peut pas écrire les milliers de conditions médicales que le patient n'a pas. Donc, ça ne se retrouvera pas dans le rapport du médecin. Par ailleurs, si on parle d'embolie pulmonaire, est-ce qu'on parle de l'embolie pulmonaire pour le patient lui-même ou on parle de l'embolie pulmonaire parce que son oncle est mort d'une embolie pulmonaire, donc c'est une complication au niveau familial? On n'a aucune de cette information qui est présente de façon structurée. On doit d'abord structurer l'information qui est écrite en langue naturelle pour être capable de l'analyser par des méthodes d'apprentissage. Donc, tout ça nous permet, lorsqu'on a fait un grand travail de structuration qui demande lui-même des méthodes de traitement de la langue naturelle, d'arriver à des cohortes de patients qui vont souffrir, disons, de la même condition médicale. Chacune va quand même avoir un ensemble de modalités qui vont lui être différentes. Puis là, on est capable d'appliquer notre processus de radiomique profonde pour identifier des biomarqueurs d'imagerie, quantifier les phénotypes de tumeurs, puis identifier la réponse au traitement. Ensuite, l'autre étape dont on doit se préoccuper, c'est tout ce qu'on appelle la vérifiabilité, puis la confiance qu'on peut accorder dans les modèles d'intelligence artificielle. Donc, Pascal va vous en parler après, très probablement. On peut surentraîner un algorithme d'apprentissage, donc on peut le faire apprendre des choses qui sont trop spécifiques à un jeu de données, qui ne va pas bien généraliser à de nouvelles données dans le futur. Donc, si on veut identifier des biomarqueurs, par exemple, qui vont être poussés en production, en mode clinique, dans un hôpital, ben, on veut être sûr que ces biomarqueurs vont s'appliquer à de nouveaux patients et ne seront pas spécifiques à des caractéristiques aléatoires dont souffrait une cohorte utilisée en cours d'entraînement. Donc, toutes les questions de AI safety, validation réglementaire, confiance dans les modèles, éviter le surapprentissage. On doit développer tout un ensemble de techniques qui sont spécifiques puis qui échappent un peu à ce qu'on trouve en sciences des données normalement pour permettre d'éviter le surapprentissage. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on fait des études cliniques, par exemple, en petit animal sur des souris, la taille de l'échantillon est une préoccupation. Donc, on veut avoir assez de souris pour avoir une représentativité statistique, puis avoir assez de puissance sur le test statistique pour dire qu'un biomarqueur, effectivement, a un pouvoir de discrimination. Mais en même temps, on ne peut pas faire appel à 10 fois plus de souris que nécessaire pour établir la validité statistique, d'une part parce que ça coûte très, très cher de faire grandir une souris puis de l'étudier. Mais d'autre part, il y a des considérations éthiques également. Donc, on serait considéré cruel si on fait un test avec beaucoup plus de sujets vivants qu'on a besoin pour établir la validité statistique d'une technique. Donc, on doit vraiment pousser au maximum le peu de données qu'on a, puis ça amène des challenges qui sont très différents des challenges normaux auxquels on fait face en apprentissage machine, par exemple. Donc, pour résumer un petit peu ce qui rend le traitement de données en santé particulier, bien, il y a ce qu'on appelle l'hétéromodalité. Puis l'hétéromodalité, c'est le fait qu'en mode clinique, on doive dealer avec des modalités qui soient si différentes d'un patient à l'autre. Donc, on n'a jamais deux patients qui sont identiques. Ensuite, ces patients, on les suit dans le temps. Donc, on a un aspect longitudinal où, pour chaque patient, on va faire, par exemple, un examen à tous les 3 mois.
mais en même temps, on n'aura pas les mêmes examens nécessairement à chaque 3 mois parce que le clinicien peut avoir décidé d'ajouter des tests, par exemple, pour en avoir le cœur net sur une certaine condition. Puis, ultimement, le but d'Imagia, c'est de combiner ces deux aspects, de les incorporer dans un processus de radiomique pour permettre d'avoir un panel de biomarqueurs qui va être prédictif de l'évolution de la condition d'un patient. Évidemment, les applications cliniques, il y en a plusieurs. Le premier objectif, puis celui qu'on est en train de poursuivre avec plusieurs manufacturiers d'équipements présentement, c'est d'intégrer cette technologie à l'intérieur d'appareils médicaux. Donc, je vais vous faire une petite démonstration dans quelques minutes d'un co-développement qu'on est en cours de réalisation avec un équipementier majeur pour la coloscopie optique. Puis, à plus long terme, on veut supporter le processus de recherche et développement dans l'élaboration de nouveaux médicaments. Puis, on veut permettre de déclencher des biopsies liquides. Donc, lorsqu'on est dans un processus de diagnostic pour un patient, donc on pense que le patient a un cancer, à un certain moment donné, on peut faire soit une biopsie physique ou une biopsie liquide. Les biopsies liquides sont encore très, très chères. Donc, certaines biopsies liquides, c'est-à-dire prise de sang plus test sanguin, peut coûter jusqu'à 5 000 $. Ça demeure cher et on voudrait vraiment avoir une préconfirmation que la biopsie va trouver une véritable tumeur ou identifier une certaine mutation particulière. Puis, ce qui se passe, c'est que dans un processus clinique, on capture déjà les images. Donc, les images, en quelque sorte, sont gratuites pour nous. Le coût a déjà été absorbé dans le processus d'examen du patient. Donc, de faire fonctionner un petit algorithme de deep learning par-dessus pour identifier des biomarqueurs supplémentaires qui vont être prédictifs de la condition du patient, c'est un très, très faible coût si ça nous permet d'avoir une bien plus grande confiance que le 5 000 $ qu'on va dépenser pour une biopsie liquide va être justifié. Donc, c'est un peu là où on choisit de s'insérer dans le processus de traitement clinique. En termes d'applications cliniques, ben, l'une des premières qu'on est en train de développer puis de pousser au marché, c'est la caractérisation de polypes colorectaux lorsqu'on fait une coloscopie. Donc, ce n'est pas le sujet le plus agréable un mardi matin très, très tôt. Puis, pour comprendre où ça s'insère, où ça s'inscrit, c'est que les gastro-entérologues, lorsqu'ils font une coloscopie, peuvent voir des polypes. Puis en général, ces polypes sont, dans la plupart des cas, peuvent être coupés au moment de l'endoscopie. Donc l'endoscope, ce n'est pas seulement une caméra, mais il y a des petits instruments également qui permettent de couper des polypes. Ces polypes sont toujours présentement envoyés en pathologie pour déterminer s'ils sont bénins ou malins. Ce processus-là coûte très, très cher, surtout étant donné que la majorité des polypes sont bénins. Puis, malheureusement, visuellement, c'est très, très difficile de faire la différence entre un polype bénin ou malin. Il y a quelques experts dans le monde qui peuvent faire la différence, puis il y a des écoles de pensée qui expliquent en fait comment vraiment analyser un polype pour faire la différence. Mais il y a seulement une poignée d'experts cliniciens qui sont capables visuellement de dire si un polype est bénin ou malin. La majorité des médecins, même ceux qui ont suivi des années de formation, ont un taux d'exactitude d'environ 75 % sur la tâche de dire si c'est bénin ou malin. On sait qu'en mode clinique, pour éviter d'avoir aller en pathologie, on cherche à avoir une exactitude d'au moins 90 %.
Les meilleurs médecins dans le monde ont une exactitude d'environ 95%. Puis, le modèle que je vais vous présenter à l'instant, c'est un modèle d'apprentissage profond en temps réel et capable de dire si un polype est bénin ou malin avec une exactitude de 94%. Donc, on est vraiment au niveau des experts mondiaux en termes de caractérisation. Puis, une façon de voir les choses, c'est qu'on est capable d'augmenter le niveau d'un médecin moyen lorsqu'on l'augmente par des technologies d'apprentissage profond. Oui? Donc, c'est des faux positifs principalement, oui. Puis j'ai un petit vidéo que je vais vous montrer qui montre ce qu'on peut faire en temps réel. Donc, là, ce qu'on voit en fait, c'est un polype de type 1. Je m'excuse Jean-François, tu ne vois pas. Donc, on voit le polype, il est vraiment au milieu, il est très très clair. Donc, il est identifié par le modèle avec une probabilité de 100% comme étant de type 1. Puis ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'en plus de la probabilité, on a ce qu'on appelle un taux de confiance. Donc, lorsque le polype est mal éclairé ou flou, la confiance est faible. Lorsqu'on le fixe ou que l'image ne bouge pas beaucoup. Donc, le polype, en fait, est très, très dur à voir. Il est au milieu du cadre. Le modèle l'identifie correctement comme un polype de type 2, c'est-à-dire malin, avec un très, très gros taux de confiance. On voit que le modèle est également robuste à l'eau, aux artefacts de mouvement. Le polype est dans le bas à droite, identifié avec une forte confiance comme un type 2. Le modèle est robuste au sang dans le côlon, au mouvement, etc. Donc, ça, c'est des exemples relativement typiques. Puis, on a ici des exemples plus difficiles. Donc, on le voit vers le centre à droite, type 2, malin. Puis, le modèle demeure robuste au déplacement, à l'eau qui est envoyée, aux aspects flous de l'endoscopie. Puis, lorsqu'il y a assez d'évidence pour caractériser le polype, on voit que la barre de confiance augmente. Donc, tout ça, c'est fait en temps réel. C'est des vidéos, mais le temps de traitement est de 20 millisecondes par image. Donc, on est assez rapide pour traiter un flux en temps réel. Ici, on va voir, il y a le petit lasso qui va servir à arracher le polype. Donc là, il vient d'être arraché. Le modèle est robuste au sang qui est envoyé dans le polype, à l'eau qui est envoyée pour nettoyer, etc. Donc, tout ça, la beauté des méthodes d'apprentissage profond, c'est que toute cette technologie a été développée tout simplement en présentant un grand nombre de vidéos de coloscopie pour lesquelles on a annoté image par image la présence, oui ou non, d'un polype sur l'image. Pour chacun des polypes qui étaient identifiés, on avait la bonne réponse, si on veut donc savoir s'il était véritablement bénin ou malin, par une vérification en pathologie. Donc, on avait la pathologie pour chaque polype. On a entraîné un modèle sur plusieurs milliers d'images et sans avoir besoin de spécifier quoi que ce soit de spécifique au fait que c'est une endoscopie ou qu'il y a des polypes ou quoi que ce soit, le modèle a été capable de s'adapter, d'apprendre sur les images qui lui étaient présentées. En mode généralisation, donc quand on lui présente des nouveaux vidéos, c'est là qu'on a observé
taux de bonne classification de près de 95% sur des nouvelles images que le modèle n'avait jamais vues auparavant. Donc, une excellente performance d'un modèle de classification. En ce moment, on travaille sur le pendant de la classification. Donc là, en ce moment, on fait la caractérisation, sachant qu'il y a un polype dans l'image. Est-ce que ce polype est bénin ou malin? On travaille sur l'autre dimension présentement qui est utile en mode clinique, qui est la détection. Donc, y a-t-il un polype dans l'image, oui ou non, pour améliorer l'efficacité d'examen en coloscopie? Jean-François, inquiète-toi pas, je garde un œil sur l'heure. On revient à la présentation. Donc, un autre aspect sur lequel on travaille présentement, c'est en cancer du poumon, qui est un autre des très, très gros cancers avec une prévalence énorme et croissante en Asie, surtout en Chine, évidemment, avec tous les problèmes de pollution qu'il y a là-bas. En pulmonaire, le gros challenge, c'est un challenge de détection de nodules pulmonaires sur un CT à faible dose. Donc, les protocoles de dépistage en poumon, depuis le début des années 2010 environ, font appel à ce qu'on appelle des CT faible dose, qui ne donnent pas beaucoup de radiation aux patients, mais en échange donnent une image qui est très, très bruitée, qui est très, très difficile à voir. Donc, le défi pour un médecin est d'examiner ces CT à grand volume parce qu'on parle de problèmes de dépistage. Donc, il y a une grande population de patients qui va subir ces scans, puis de détecter des nodules qui mesurent quelques voxels de diamètre, c'est une tâche qui est très, très difficile. Donc, on a développé un modèle de détection qui combine des méthodes classiques en vision par ordinateur avec des méthodes qui sont strictement apprentissage profond, donc des réseaux convolutifs tridimensionnels qui sont entraînés par des nouvelles approches qu'on a développées à l'interne qui font appel à de l'entraînement par curriculum, qui permettent de détecter les nodules de plus de 3 mm avec un taux de détection de 95 %. Donc, une sensibilité à la détection de 95 %. Le meilleur produit concurrent sur le marché présentement est à 82 %. Aujourd'hui, il y a certains challenges publics en détection de nodules pulmonaires, entre autres un challenge qui s'appelle le challenge Luna, qui était l'objet d'une compétition internationale. Le modèle qu'on a développé chez Imagia occupe la première place en termes de performance. Donc, on a l'utilisation de réseaux profonds nous a permis de vraiment faire une différence dans la tâche de la détection de nodules pulmonaires. On a un travail en cours également pour la caractérisation du nodule, donc de dire est-ce que ce nodule est bénin ou malin, pour lequel on a une exactitude de 90 % environ. Puis le travail qui est en cours en ce moment, c'est un travail au niveau du staging, donc de dire est-ce que le cancer est en stade 1, 2, 3, 4, avec des sous-stades. Vous avez probablement entendu parler de cette façon de baptiser les cancers. Présence de métastases et prévision d'effets secondaires sur des traitements particuliers. Donc ça, c'est du travail qui est en cours présentement. On a soumis le module de détection en approbation réglementaire au Canada. Donc, on est sur le point d'avoir l'approbation réglementaire sur une base canadienne pour le module de détection de nodules pulmonaires. Puis, une fois que ça va être acquis, on passe en réglementaire aux États-Unis, en Europe et en Chine. Puis, pour vous donner une idée de la valeur d'une détection précoce dans un protocole de dépistage, c'est utile de comprendre en fait comment fonctionnent les protocoles actuels. Ce qui se passe en ce moment, c'est que
Les protocoles qui sont mandatés par l'Organisation mondiale de la santé attendent qu'un nodule double de taille avant d'aller en diagnostic après que le nodule a été détecté en dépistage. Donc, un patient à risque va en mode dépistage. On détecte chez lui, par exemple, un premier nodule de 5 mm. Puis, le protocole nous demande de refaire un nouveau scan à chaque 3 mois jusqu'à ce que le nodule ait doublé de taille. Donc, en l'occurrence, peut-être qu'on attend 24 mois avant que le nodule ait doublé de taille, avant de déclencher une biopsie pour déterminer la malignité de ce nodule. Le problème, c'est que le cancer du poumon, c'est un cancer assez agressif qui tue la majorité de ses victimes et tue rapidement la majorité de ses victimes. Donc, peut-être qu'après 24 mois, il est trop tard. Il n'y a pas de traitement très efficace. Peut-être qu'on va être capable d'avoir un traitement qui va prolonger la durée de vie de 3 ou 4 mois, mais en général, on n'est pas capable de sauver le patient avec une détection aussi tardive. Le patient a un mauvais pronostic. Puis, ce qu'on amène sur la table avec les nouvelles technologies de radiomique profonde, c'est d'être capable de dire, peut-être qu'après 3 mois, le nodule va avoir presque pas changé de taille, donc aurait passé de 5 à 5,5 mm, par exemple, mais sa signature radiomique a suffisamment changé pour suggérer une malignité, puis peut-être une agressivité élevée dans la tumeur, qui nous donnerait assez d'évidence clinique pour déclencher un protocole de diagnostic beaucoup plus tôt, 1 an et demi plus tôt que ce qu'on ferait dans un protocole normal de dépistage. Donc, ce que ça permet de faire essentiellement, c'est de débuter le traitement beaucoup plus tôt. Ça maximise la probabilité de survie du patient. Donc, peut-être qu'on a amorcé un traitement en stade 2 ou stade 3 plutôt que stade 4. On change de façon dramatique le profil de survie 5 ans du patient. Puis, le patient a de bien meilleures conditions de vie pendant ce temps-là, pendant le traitement également. On peut faire la même chose en suivi de patients. Donc, en suivi en cours de traitement, la proposition ici est un petit peu différente, c'est de dire peut-être que le patient est en train de développer une résistance au traitement. Donc, le type de scan qui est effectué en traitement, c'est un scan très différent qu'on appelle un PET-CT qui incorpore des marqueurs à faible radioactivité pour suivre l'activité biologique de la tumeur, l'activité fonctionnelle. Donc, ça donne des scans où on voit un petit highlight ici qui représente le niveau d'activité de la tumeur. Puis, on est capable aussi d'extraire des biomarqueurs du PET qui nous permettent de voir si le profil génétique de la tumeur a changé en cours de traitement sans avoir à faire de biopsie à tous les 3 mois. Puis à ce moment-là, ça permet de suggérer que le patient est en train de développer une résistance et de le switcher sur un traitement de 2e ou de 3e ligne beaucoup plus rapidement que ce qu'on ferait dans un protocole normal de traitement. Évidemment, oui. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à partir de ça, on peut voir le profil génétique. On est capable d'avoir certaines indications du profil génétique. Je ne suis pas en train de dire que c'est équivalent et que ça a la précision d'un test génétique, mais on est capable de discriminer, par exemple, on est capable de voir s'il y a la présence d'une mutation EGFR, par exemple, ou la présence ou l'absence. Donc, il y a certaines mutations qu'on est capable de voir. Évidemment, il n'y a rien qui remplace le test génétique
présentement. Mais l'idée, c'est de s'en servir comme déclencheur pour aller de l'avant avec le test beaucoup plus tôt que les protocoles normaux le suggéreraient. Donc, au lieu d'attendre 6 mois que on ait observé sur le PET que la tumeur ne répond plus, puis en fait, elle a commencé à augmenter de taille, ce qu'on est capable de faire, c'est de dire, en fait, plus tôt, les marqueurs, les biomarqueurs d'imagerie suggèrent qu'il y a eu un changement au profil génétique, allons de l'avant tout de suite avec une biopsie. Okay? Donc, à ce moment-là, on est capable de passer sur la 2e ligne ou la 3e ligne de traitement beaucoup plus tôt que ce qu'on ferait avec un examen visuel classique. Oui. Potentiellement, nous, on fait, puis j'ai un exemple uniquement avec de la chimio et de l'immuno par la suite. Oui. Oui. Non, en ce moment, on parle pas de ça, puis c'est une très, très bonne observation. C'est du travail pour plus tard. On n'est pas encore rendu là, donc on développe les techniques, en ce moment pour faire l'examen en cours de chimio. Puis les effets de second ordre qui viendraient de la radio, par exemple, on n'est pas encore à ce point-là. Bon, je vais pas nécessairement entrer dans les détails d'une hypothèse de cas, mais le schéma qu'on envisage pour l'insertion clinique de ces technologies peut prendre la forme suivante. Donc, par exemple, un patient avec une mutation EGFR peut être traité par Tarceva, qui est un médicament de Roche, pendant quelques mois. Donc, un traitement sur Tarceva est environ 3 000 US par mois. Lorsqu'on soupçonne qu'il y a une résistance au Tarceva qui est en train de se développer, à chaque scan de suivi, on peut passer une analyse par la technologie d'Imagia pour détecter s'il y a une résistance au traitement qui est en train de se développer. Ça peut nous donner suffisamment d'évidence pour déclencher une biopsie liquide. Donc, par exemple, un test de Guardant qui coûte plus de 5 000 $ par biopsie liquide. Donc, on ne veut pas nécessairement le faire à chaque 3 mois. Et si la biopsie confirme qu'il y a une mutation au traitement, peut-être que le nouveau médicament indiqué serait un Tagrisso de Astra. Puis là, le coût de traitement saute, mais le patient a le médicament qui est approprié pour lui. Donc, on était capable de justifier un traitement qui est plus approprié pour le patient. Oui, qui a des coûts plus élevés, mais il est vraiment indiqué pour le patient à ce moment-là. Il améliore la qualité de vie du patient. Il améliore surtout sa durée de vie également. Donc, pour clarifier, on n'en est pas encore là. C'est un peu là où on veut aller, mais ça donne une idée de, en fait, l'application des techniques de deep learning, d'apprentissage machine à la santé. C'est pas juste de collecter des milliers de scans d'un hôpital puis de rouler VGG ou Inception, qui sont 2 types de réseaux très connus sur la base de données d'images. En fait, la grosse difficulté, c'est tout le processus de réflexion pour dire quelles sont les technologies qui sont applicables, quel est l'état des données, comment je prends les données pour les rendre dans un format qui est amical à la machine. Ensuite de ça, dans le flux clinique, où est-ce qu'on cherche à intervenir? On ne peut pas tout mettre un hôpital à l'envers pour dire « Ah, on va incorporer un modèle de machine learning ». Il va y avoir une énorme résistance des cliniciens. On doit vraiment s'insérer dans le processus de travail des cliniciens, puis de découvrir qu'on est capable de
de s'insérer dans un processus clinique de cette façon-là, en fait, c'est certainement beaucoup plus de travail que de décider quel est le type de modèle de machine learning qui est le plus applicable à une circonstance particulière. Donc, c'est un peu pour situer, les difficultés, en fait, ne sont pas là où on pense qu'elles sont. Elles sont vraiment à des niveaux qui sont plus organisationnels, qui sont plus accès aux données, structuration de données, puis comment après ça on fait pour bien s'insérer dans un processus clinique. Évidemment, au niveau d'Imagia, je ne suis pas tout seul. Alexandre Leboutillier et moi-même avons démarré la société en 2014. Un peu, je vous dirais un peu par hasard. Ce qui est arrivé, Alexandre et moi, bon, je vous ai parlé un peu d'un parcours pluridisciplinaire en début de séance. On était tous les deux à la croisée des chemins. On avait eu de belles réussites, en particulier avec Louis Martin, qui est dans la salle, dans des aventures entrepreneuriales précédentes. Alexandre cherchait un peu quel était pour être son prochain projet. Puis, du jour au lendemain, son père reçoit un diagnostic de cancer du pancréas, stade 4, métastase au foie. Donc, diagnostic très, très sévère, très, très triste. Son père est un écrivain très connu, était un écrivain acadien de grand renom, titulaire de l'Ordre du Canada, qui a fait beaucoup pour la cause acadienne. Donc, ça fait quelque chose de voir des gens qui ont une telle profondeur à être touchés de la sorte par une maladie qui leur donne seulement quelques mois à vivre. Donc, par chance, le père d'Alexandre a résisté pendant plusieurs années à la maladie. Il est malheureusement décédé l'année dernière. Mais ça nous a amené, Alexandre et moi, une réflexion sur qu'est-ce que les nouvelles méthodes qu'on savait à l'époque faire et qu'on sait encore mieux faire maintenant en intelligence artificielle, qu'est-ce que ça nous permet de faire pour aider les gens et avoir un impact clinique véritable dans le traitement du cancer. Donc, c'est ce qui nous a amené à un peu mettre les morceaux ensemble pour créer Imagia. Très, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait de l'expertise clinique pour comprendre ce qui se passe véritablement dans un hôpital. Donc, on était bien pourvus au niveau expertise, apprentissage machine, sciences des données, etc. Il nous manquait toute la dimension clinique pour comprendre le cycle de traitement d'un patient, comment on est capable de mettre un produit, un appareil médical sur le marché, comment passer à travers le réglementaire, etc., etc. Donc, on est allé chercher Frédéric Francis, qui est l'ancien fondateur et PDG d'une société qui s'appelait Résonant Médical. Donc, Résonant qui avait développé au début des années 2000 un appareil pour améliorer la précision des traitements en radiothérapie, particulièrement pour le cancer de la prostate. Donc, c'est un appareil de guidage par ultrason pour bien aligner le traitement avec la position d'un patient en radiothérapie. Lui, il était passé par toutes les étapes de création de la compagnie, de financement, de réglementaire. Il est encore à ce jour celui qui détient le record de la plus grosse levée de fonds en capital de risque de l'histoire canadienne pour de l'appareillage médical. Donc, Fred nous a vraiment orienté côté positionnement, puis comment on doit réfléchir à la façon de déployer des technologies de machine learning dans un cadre clinique. Puis il nous a permis de rencontrer Florent Chandelier, qui est l'ancien président et fondateur d'une société qui s'appelait Cadence Médicale, qui est basée ici à Montréal, qui avait déjà développé des modules de détection de nodules pulmonaires sur imagerie médicale avec des technologies traditionnelles de vision par ordinateur, mais eux étaient plus avancés dans leur développement corporatif, avaient déjà passé par le réglementaire, avaient déjà des produits commercialisés. Donc, en décembre dernier, Imagia a acheté Cadence, on a fusionné avec les deux équipes. Imagia a maintenant une taille de 35 personnes. Avec un très, très bon backing d'investisseurs institutionnels, dont le fonds en santé de la BDC.
Puis également, s'est jointe à nous l'année dernière Géraldine Auchab comme vice-présidente développement d'affaires. Géraldine est l'ancienne vice-présidente vente et marketing de Toshiba Canada. Toshiba qui a une énorme division en vente de scanners médicaux. Donc, ils sont présents dans beaucoup d'hôpitaux. Géraldine avec une immense expérience de parler à des hôpitaux, parler à des cliniciens, comprendre les besoins, puis structurer une offre clinique qui répond à des besoins réels. Donc, voilà, ça, c'est l'équipe de management, 35 personnes, puis ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions. Oui. Alors, pour le bénéfice de la caméra, je répète la question. Comment est-ce que DICOM est la réponse et comment structurer du texte en langue naturelle? Donc, première réponse à ta question, DICOM est un bel effort et DICOM n'est absolument pas suffisant. Chaque manufacturier implante DICOM un peu à sa façon. Il y a des guerres sur le standard DICOM entre les manufacturiers, des choses qui sont relativement peu connues, mais on a des gens qui ont appartenu au processus de standardisation de DICOM qui comprennent très bien ce qui se passe. Mais le plus grave problème, au-delà de la certification puis de la standardisation de DICOM, c'est qu'il y a plein d'erreurs qui sont faites tout le temps en mode clinique sur la façon dont les centaines de champs DICOM sont remplis. Donc, il n'y a pas de préoccupation de mettre les bonnes informations à la bonne place. Par exemple, tu peux avoir un nom de patient dans un champ sur le protocole d'acquisition, par exemple. Tu peux avoir un nom de médecin traitant dans un champ commentaire, etc., etc. Tu vas avoir de l'information qui est absolument à la mauvaise place. Donc, en fait, l'une des conséquences directes, c'est si, en tant que scientifique des données, tu veux parler à un hôpital pour recevoir une cohorte anonymisée, l'hôpital ne va jamais te permettre de prendre juste une extraction du PACS avec un paquet de DICOM, de juste effacer le champ patient, le champ date de naissance, le champ médecin, parce que de l'information confidentielle de patient peut se retrouver partout ailleurs par erreur, incluant gravé dans les pixels de l'image. Okay? Donc, toi, tu vois l'image sur ton écran, tu vas voir un nom de médecin, un nom de patient, juste parce que c'est dans le bitmap de l'image que le nom de médecin se trouve. Donc, en général, les processus d'anonymisation demandent en fait une supervision humaine, juste pour être sûr que l'image est bien anonymisée. En ce qui concerne la supervision textuelle, en ce moment, on a un projet de recherche en collaboration avec le MILA, le laboratoire de professeur Bengio. On a un étudiant au doctorat dont une partie du sujet de thèse est d'appliquer des percées récentes en traitement de la langue naturelle basées sur des réseaux de neurones pour faire le maximum d'extraction d'informations qui va au-delà de juste de la recherche par mots-clés. Donc, par exemple, pour revenir à l'exemple d'embolie pulmonaire, on cherche à identifier des cohortes de patients qui souffrent d'embolie pulmonaire et non pas des cohortes de patients dont l'oncle pouvait potentiellement souffrir d'embolie pulmonaire. Donc, en ce moment, on travaille sur des techniques de traitement de la langue naturelle pour faire cette analyse et cette structuration de données. Mais le problème n'est pas simple du tout. C'est une des raisons pour lesquelles, en médical, même si dans les bases de données cliniques, il y a des dizaines de milliers de patients, voire des centaines de milliers de patients qui sont enregistrés
toutes les cohortes utilisées à des fins de recherche sont mesurées en centaines de patients. Donc aujourd'hui, une grosse cohorte, ça demeure une cohorte à 300 patients. Puis la raison, c'est que c'est un processus qui est encore très, très manuel d'aller dans la base de données puis de trouver quels sont les 300 patients qui souffrent véritablement de la condition parce que tu ne peux pas juste faire ça par une secrétaire, ça demande une certaine expertise clinique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous connaissez les tests diagnostiques qui ne coûtent pas cher et qui donnent beaucoup d'informations qu'on pourrait faire à grande échelle, peut-être même éventuellement chez nous? Donc, c'est ça, ou délocaliser, mettons que... Tu parles avec des appareils mobiles, wearables, des choses comme ça? Ou, c'est deux choses. Donc, quand on utilise le mot diagnostic, les cliniciens sont un peu frileux parce que ça implique quelque chose de clinique. Okay? Donc, ça implique vraiment quelque chose de médical. On peut avoir des appareils wearables, puis je pense que ça s'en vient. Là, dans les 5 prochaines années, il va y avoir une complète transformation du paysage à ce niveau-là, qui vont suggérer d'aller voir un médecin. Donc, ils vont suggérer de dire, il y a peut-être quelque chose de pas correct qui se passe avec toi. J'ai remarqué un changement, par exemple, dans le pattern de ton rythme cardiaque pendant que tu dormais. Parce que tu aurais, je sais pas moi, une bande Bedit sur ton lit qui dit, depuis une semaine, ton cœur ne bat pas de la même façon. Peut-être que c'est indicatif de ça, mais va en mode diagnostic pour détecter. Donc, je pense qu'on est rendu là. Ce n'est pas encore à grande échelle, mais c'est un secteur qui est appelé à se transformer immensément, tout à fait. Oui. Oui. Mais tu vois, par exemple, oui, tu vas mesurer ta quantité de glucose, mais ça va te prendre probablement un test beaucoup plus poussé pour diagnostiquer le diabète. Okay? Donc, tu vas être capable de mesurer ton taux de glucose, mais ce test-là va te permettre de dire, OK, c'est vraiment anormal, je devrais aller voir le médecin maintenant. Ce ne serait pas considéré un test diagnostique. Ce serait considéré peut-être un test de dépistage ou un test que tu peux faire toi-même à la maison. Mais après ça, pour identifier une condition de diabète, le système est encore fait de telle façon que le véritable diagnostic serait posé par un médecin, puis ça demeure un acte médical. Évidemment, il y a beaucoup de discussions de est-ce que ce schéma-là va évoluer? Est-ce qu'on va arriver avec des technologies consommateurs assez précises, assez peu chères pour qu'on puisse passer en mode diagnostic? Oui, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. On n'est pas encore rendu là aujourd'hui.